Bonjour, bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le champ des possibles dans les territoires. Nous allons parler maintenant de principes d'autoconsommation, la place qu'elle va prendre dans le réseau de distribution électrique, notamment chez Enedis. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Bonsoir, monsieur Jean-Baptiste Galland. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur de la stratégie chez Enedis, qui est le distributeur d'électricité qu'on appelait avant ERDF, qui aujourd'hui s'appelle Enedis. Alors vous avez beaucoup travaillé sur l'évolution du modèle de distributeur d'électricité, un peu une obligation de se remettre en question et d'être en phase avec les nouveaux modes de production et de consommation. Et notamment, il y a ce sujet émergent depuis quelques années, mais c'est vraiment très récent, qui est l'autoconsommation d'électricité. Est-ce que, avant d'aller plus loin sur de quelle façon le distributeur que vous êtes s'adapte et les contraintes et les limites, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? C'est quoi l'autoconsommation? Oui, alors bien sûr, d'abord merci pour l'invitation. En fait, c'est assez simple, l'autoconsommation. Historiquement, sur nos réseaux, on avait des producteurs qui étaient raccordés et cette production était revendue soit sur le marché, soit via des obligations d'achat. Et en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des consommateurs qui se disent on pourrait installer de la production chez nous et consommer cette production nous-mêmes. C'est un peu la logique de la production bio, par exemple. Je plante mes tomates, je mange mes tomates. Je ne vais pas au supermarché. C'est le principe du potager. J'ai mon potager, je mange mes propres légumes. Voilà. Donc j'ai mon potager, je mange mes légumes, j'ai mon panneau solaire, j'utilise la production de mon panneau solaire. C'est le principe de ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. C'est quelque chose qui se développe. On a eu l'année dernière environ 16 000 demandes de raccordement que l'on peut plus ou moins rattacher à ce modèle, à ce type de demande d'autoconsommation. Alors 16 000, c'est loin d'être toutes les demandes de raccordement, mais c'est que ça devient significatif. Et donc, sachant qu'on cherche à satisfaire nos consommateurs, on ne peut que répondre à cette demande-là. Voilà. Alors, de quelle façon vous vous adaptez? Comment vous répondez à cette demande? Parce que c'est un peu monsieur et madame tout le monde, ou c'est peut-être une entreprise lambda, voilà. Et en plus, c'est une nouvelle culture d'entreprise. Vous n'étiez pas habitué à ce type de sollicitation. Alors, répondre aux attentes des clients, c'est pas une nouvelle culture d'entreprise, hein. C'est même carrément dans notre ADN. Donc c'est pas normal qu'on s'adapte. Par contre, on a un peu anticipé les choses, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à quelles pouvaient être les conséquences de ce modèle, de ce mode de fonctionnement sur la manière, alors sur deux choses, la manière dont on gère nos réseaux et le type d'échange d'informations que l'on doit avoir avec ces clients-là. Donc l'adaptation des réseaux, c'est simplement tenir compte du fait que quand vous avez une production chez vous, il n'est pas certain que la production ait lieu à tous les moments. D'abord, on est certain qu'elle n'aura pas lieu la nuit si c'est le photovoltaïque, parce que c'est rare que le soleil brille la nuit. Donc ça, on en est certain. Par contre, le jour, il se peut aussi que le panneau tombe en panne ou qu'il y ait un problème technique. Dans ces cas-là, vous n'allez pas être en mode autoconsommation, mais vous êtes plutôt en mode consommation. Et vous allez donc faire appel au réseau. Donc on va avoir besoin d'essayer de prévoir l'ensemble de ces situations-là, première étape. Deuxième étape, si jamais quelque chose se passe qui n'était pas prévu, de réagir. Et donc on a reconfiguré tout notre modèle de gestion, notre système de gestion du réseau pour tenir compte de ça. Et on a développé ce qu'on appelle un outil de gestion prévisionnelle qui va nous permettre d'intégrer finalement un ensemble d'autoconsommation sur notre réseau. C'est ça, je dirais, le gros changement sur la gestion des réseaux. Après, il y a un deuxième volet qui est l'échange d'informations avec les clients. Ça, la base, c'est le nouveau compteur Linky. Le nouveau compteur Linky, la différence avec l'ancien compteur, c'est qu'il est communicant. Tout est dans le mot communicant. Donc, il permet de retirer de l'information de ce qui se passe chez le client et il permet d'en renvoyer aussi via le site ou via des systèmes automatiques. Et donc, cette plateforme à la fois de compteurs, mais aussi de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunication, va être la base de l'échange de données qui va permettre beaucoup d'organisation locale d'autoconsommation. On est d'accord qu'aujourd'hui, un client, enfin un producteur en autoconsommation, que ce soit un individuel, une entreprise ou une ferme agricole, ne peut pas consommer sa propre production. Pas encore en tout cas. Alors il faut distinguer ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Donc si vous êtes un particulier et que vous installez des panneaux solaires sur le toit, vous pouvez très bien utiliser votre propre
production. Donc l'autoconsommation individuelle est possible aujourd'hui. Voire même on l'a facilité parce qu'en installant à nouveau le compteur Linky, avant il y avait besoin de 2 compteurs, un pour compter la production, un pour compter la consommation. Maintenant il y a besoin d'un seul compteur parce que le compteur Linky fait les deux. Non seulement il est communicant, mais en plus il fait production et consommation. Donc voilà, donc ça, l'autoconsommation individuelle est possible. Ce qui est en émergence, c'est l'autoconsommation collective, donc qui est rendue possible par par une ordonnance de juillet 2016 qui en définit, je dirais, le cadre général. Et ce cadre général, il y a à peu près trois grands aspects. Premier aspect, évidemment, il faut que les clients soient raccordés au réseau public de distribution. Donc soit des clients du réseau public de distribution. Et plus précisément, qu'ils soient à l'aval d'un poste de distribution. Voilà, premier élément. Deuxième élément, il faut que ces gens qui vont donc en fait échanger de la consommation et de la production au niveau local, se regroupent, alors soit eux-mêmes, soit au travers d'une personne morale, pour convenir ensemble de la manière dont ils vont gérer leur installation. Alors le modèle que je prends toujours, l'exemple que je prends toujours, c'est le syndic. Quand vous êtes dans une copropriété, vous avez un syndic, et le syndic fait en sorte que l'ensemble des locataires, copropriétaires soient d'accord sur comment on va gérer l'immeuble. Et bien là c'est pareil, il faut qu'on se mette d'accord sur comment on va gérer l'installation de production. Donc ça c'est le rôle de la personne morale. Et cette personne morale va revenir vers Enedis et lui dire voilà, on s'est mis d'accord, voilà la manière dont on a l'intention de gérer l'ensemble. Et est-ce que vous pouvez intégrer ce mode de gestion dans votre réseau? Et nous on va répondre bien évidemment oui, puisqu'on satisfait les clients. Mais non seulement on va dire oui, mais on va convenir des modalités d'échange d'informations qui permettront de rendre possible cette autoconsommation collective. Il y a un troisième aspect qui est important et qui n'est pas encore complètement calé, c'est les aspects réglementaires au niveau sécurité et au niveau tarification. Quel va être le prix pour ce genre de service? On vient de parler d'autoconsommation collective individuelle. Est-ce que vous avez une idée de la projection de ce développement à 10 ans? Est-ce que ça va rester un épiphénomène? Est-ce qu'on en est aux prémices? Est-ce qu'il va y avoir un plafond de verre? Vous avez des études à ce sujet ou des estimations? Alors on a des estimations que je vais vous donner sans engagement parce que ce ne sont que des estimations. On pense que d'ici 10 ans, on pourrait avoir entre 5 et 10% de la consommation actuelle qui relèverait de l'autoconsommation. Donc c'est loin d'être tous les clients, très très loin. Ceci dit, c'est pas négligeable. Donc c'est la raison pour laquelle on s'y prépare. Et c'est la raison pour laquelle il faut organiser l'évolution vers l'autoconsommation en gérant l'ensemble des dérives qui pourraient apparaître. Alors quelles sont les grandes catégories de dérives? Première catégorie de dérives, ça peut être le fait qu'on aille vers des réseaux privés avec des risques de dépéréquation qui est quand même le fondement du partage, de la solidarité sur le réseau français. Ça peut être des dérives au niveau technique si les installations ne sont pas de qualité. Et il faut absolument que les installations de qualité soient de qualité parce qu'on est quand même dans le domaine des courants forts. Des panneaux photovoltaïques, c'est pas un iPhone. Et donc connecter un panneau photovoltaïque, ça se fait très facilement. En même temps, il faut s'assurer que ça se fait dans les normes et deuxièmement que c'est déclaré parce qu'on a des personnels qui interviennent sur les réseaux, donc il ne faut pas les mettre en risque. Voilà. Et puis il y a un dernier élément qui est les aspects économiques. Il faut que les tarifs reflètent bien les économies de réseau qui vont être faites quand on passe en mode autoconsommation. Or, à l'heure actuelle, la structure actuelle des tarifs n'est pas organisée pour refléter cette économie. Et c'est la raison pour laquelle Enedis prône un passage d'une part énergie qui est de l'ordre de 80% à une part énergie qui ne représente que 50%, c'est-à-dire 50% payé à la puissance, 50% payé à l'énergie. Voilà un peu les trois choses qu'il faut avoir traitées pour permettre d'atteindre raisonnablement ces 5 à 10% d'autoconsommation d'ici 10 ans. C'est plus intéressant pour un particulier ou pour une entreprise financièrement de passer en autoconsommation que de passer par le réseau traditionnel? Alors, d'abord, il faut regarder le profil de la consommation et de la production du client que l'on regarde. Si je regarde, je prends toujours cet exemple-là, un particulier qui n'est pas là dans la journée et qui rentre chez lui le soir et qui a juste à allumer sa lumière. S'il a un panneau solaire qui fonctionne dans la journée, puisque la nuit fait nuit, on voit bien que sa autoconsommation est nulle. Donc c'est pas très intéressant. Par contre, maintenant je prends un supermarché
qui a des chambres froides. Alors lui, il a des clients dans la journée, les chambres froides marchent très bien au moment où les panneaux solaires produisent. Et c'est pas un hasard si on voit l'autoconsommation se développer plutôt sur ces sites-là que dans le résidentiel. Ça ne signifie pas que ça ne peut pas être intéressant de cultiver ces tomates si on a l'esprit bio. Mais ceci dit, ça viendra plus tard à mesure de l'évolution des coûts en fait. Alors, justement, à quelles conditions, et ça sera ma dernière question, à quelles conditions développer l'autoconsommation collective en évitant les dérives que vous venez de citer et est-ce que vous aurez toute la place? Que vous parlez de réseau privé, aujourd'hui ce n'est pas possible légalement. Et je dirais, on pense, alors on est mal placé pour le dire, mais on pense que c'est pas souhaitable parce que il y a une compétence de l'ensemble des distributeurs, il n'y a pas que Enedis, l'ensemble des distributeurs, dans la gestion des réseaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau, c'est pas un morceau de tuyau, c'est un système. Donc ce qu'apporte le réseau, c'est la solidarité. C'est-à-dire si j'ai une installation et qu'elle tombe en panne, quelle est l'alternative? Tant qu'il y a un réseau, oui, c'est d'aller s'alimenter ailleurs, donc d'utiliser le réseau. S'il n'y a pas de réseau, il va falloir à minima faire 2 installations ou mettre un stockage qui est beaucoup plus cher. Donc se désolidariser du réseau quand il y a un réseau de qualité, ce qui est le cas en France et plus généralement en Europe d'ailleurs, c'est pas la bonne idée. Donc voilà pourquoi il faut probablement bien rester connecté au réseau et ça sera probablement la solution durable. Après, quelles sont les autres questions qui se posent? Il faut savoir gérer le réseau. Donc ça, c'est pour ça qu'on développe des outils de gestion prévisionnelle. Et 2, il faut fournir des informations pour que l'installation s'intègre de façon entre guillemets optimale dans le système général. Voilà l'idée générale. Et puis je ne reviens pas sur mon point économique. Il faut aussi que les signaux économiques envoient des signaux qui favorisent les installations qui sont entre guillemets favorables, bien dimensionnées, et ne favorisent pas des installations qui seraient mal dimensionnées. Très bien. Monsieur Galland, merci. Merci et passez de bonnes assises. Merci beaucoup. Au revoir.